Alors pourquoi étudier l'ADN ancien? Surtout, alors on avait vu au départ, et là, avec le développement des méthodologies et les développements de la biologie moléculaire, en fait, on a accès maintenant à beaucoup plus de thématiques. Alors, une des premières thématiques, c'est par exemple s'intéresser aux espèces éteintes. Alors, on a parlé tout à l'heure du tigre à dents de sabre, ou alors de l'ours des cavernes. Et bien, ce sont des espèces qui se sont éteintes il y a environ 10 000 ans, après le dernier maximum glaciaire, qui en fait a généré un changement climatique important. Et donc, il est intéressant d'aller voir au niveau génétique ce qui s'est passé lors de l'extinction de ces espèces, pour comprendre par exemple, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de changement climatique et d'éventuellement de perte de biodiversité, pour mieux comprendre ce qui pourrait se passer pour les espèces actuelles et ce qu'on pourrait faire dans le futur. Ça peut également servir à par exemple, réintroduire des espèces. Par exemple, dans mon équipe, il y a un étudiant qui a travaillé sur les sturgeons et pour une problématique de réintroduction dans le Rhône, parce que avant, les sturgeons étaient présents dans le Rhône, il a disparu il y a quelques dizaines d'années, mais on ne savait pas quelle espèce était vraiment présente à ce moment-là. Donc il a fait une étude génétique pour montrer quelle espèce d'esturgeon était présente dans le Rhône avant, donc quelle espèce était bien acclimatée et qu'on pourrait réintroduire sans souci dans le Rhône. Et donc ça, c'est des études de paléogénétique qui ont été réalisées, donc pour pouvoir vraiment, là c'est un but de réintroduction dans ce cadre-là. La paléogénétique a aussi été utilisée beaucoup pour résoudre des énigmes historiques. Et donc là, c'est par exemple représenté le cas de la famille Romanov, qui est la famille du tsar qui a été assassinée suite à la révolution russe en 1917, et dont on avait, donc a priori à cette période-là, pratiquement toute sa famille avait été assassinée. Mais il y avait un doute sur deux de ses enfants dont on n'avait pas retrouvé les corps. Et il y a notamment des personnes, par exemple une femme, qui a prétendu être la princesse Anastasia. Et donc là, les études de paléogénétique ont permis de résoudre ce problème, déjà en montrant que ce n'était pas elle, et en plus, après, on a retrouvé en fait les corps de l'ensemble de la famille. Donc, il y a plein de cas, d'exemples, avec ces énigmes historiques qui ont été résolus par la paléogénétique. Pour en revenir au climat, la paléogénétique permet également d'avoir une idée de ce que pouvaient être les environnements anciens. Donc je vous ai dit qu'on pouvait travailler à partir de sédiments et rechercher l'ADN à partir de sédiments. Et ça, par exemple, a été fait au niveau du Groenland. Et ils ont été regarder quelle était la diversité végétale et animale, simplement en regardant les sédiments, il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, l'environnement était proche de celui qui est le sud de la Suède au niveau actuel. Alors vous avez sans doute aussi entendu parler, une des problématiques très importantes de la paléogénétique, c'est ce qui concerne l'origine de l'homme. Et le cas de l'homme de Néandertal. Donc, je ne vais pas approfondir le sujet, mais c'est une part importante de toutes les problématiques de paléogénétique aujourd'hui. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter un cas particulier, ou une discipline, ou un exemple de thématique qui a été abordé par la paléogénétique, c'est la domestication. Et je vais aborder le thème donc, de comment les chèvres sont arrivées en Méditerranée. Alors les chèvres sont une espèce un peu particulière, elles sont assez résistantes, elles peuvent se nourrir, donc c'est ici par exemple un exemple de chèvres dans les arbres au Maroc. Elles peuvent se nourrir dans des environnements très hostiles, elles fournissent du lait, de la laine, elles sont assez hardies, donc elles sont... ne s'étonne pas tellement que ces animaux-là aient pu être domestiqués puisqu'elles présentent quand même un certain nombre de qualités, à la fois fournir de la laine, de la viande, du lait par exemple, y compris parfois même jusqu'aux cornes que l'on peut utiliser, notamment même ici en Corse, pour les manches de couteau. Donc il n'est pas tellement étonnant que cette espèce ait été intéressante pour les populations humaines à domestiquer.
Alors si on regarde, voilà. Quelle espèce en fait, avant la chèvre, quelle est la première espèce à avoir été domestiquée? Avant toute autre espèce, à la fois végétale ou animale, en fait il s'agit du loup. Et le loup a été domestiqué il y a au moins 20 à 15 000 ans, mais il y a des études maintenant qui disent que c'est même sans doute antérieur. Et donc c'est la première espèce à avoir été domestiquée, et il faut attendre pratiquement 10 000 ans, ce qui est quand même beaucoup, pour voir la domestication d'autres espèces, et cette fois dans un but plutôt d'élevage ou de consommation, et c'est le cas notamment avec la chèvre, qui est en fait une des premières espèces à avoir été domestiquée après le chien. Donc à cette période, il y a environ 10 000 ans, 10 500 ans, on observe une domestication de la chèvre, mais aussi du mouton, du bœuf et également du cochon. Il faut ensuite attendre quelques centaines d'années avant d'avoir par exemple la domestication du chat, mais vous pouvez voir qu'en fait les événements de domestication en fait s'étalent sur le temps, concernent un nombre d'espèces assez important, je n'ai représenté qu'un petit nombre ici, avec par exemple le cas du cheval, dont la domestication est beaucoup plus récente, ou encore le cas du lapin, qui est le seul en fait cas de domestication en Europe, en France en fait, qui a été domestiqué en France il y a pas très longtemps, 1400 ans pardon, en France.